téléspectateurs de la VDC Panorama d'Afrique, nous avons fait les déplacements du Canada où nous avons rencontré quelqu'un qui s'occupe de la politique sociale, c'est-à-dire qui est investi dans une particularité où on parle de la violence des femmes. Ce dernier s'est beaucoup investi pour parler. Nous savons que ce problème est universel, mais il est de la République démocratique du Congo. Alors nous voudrions que nous puissions ensemble parler avec lui et savoir exactement ce qui s'est fait. Alors bonjour Monsieur Isidore Kashiba. Oui, bonjour. Nous sommes dans vos murs. Qu'est-ce qui marche ici au Canada? Bon, apparemment tout marche au Canada. Vous savez que la démocratie au Canada, c'est comme l'air à respirer. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucune inquiétude. Il n'y a aucune inquiétude. Alors nous voulons parler de votre spécificité, de votre spécialité, si je veux dire ainsi. Est-ce que vous pouvez dire aux gens de quoi vous occupez dans votre politique sociale? D'accord, je peux commencer par me présenter. Je m'appelle Isidore Kashiba. Je suis spécialiste en études des femmes, expert en droit humanitaire et conflits armés. Depuis belle lurette, j'ai observé la situation qui prévaut chez nous, concernant donc la violence faite aux femmes. Cette histoire-là m'a vraiment beaucoup intrigué. Surtout que je suis impliqué dans ce domaine. Donc je m'occupe de femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Quand on s'occupe de quelque chose, quand il y a une inquiétude, par exemple à l'est de la République démocratique où ça fait le phare, mais il faut dire que cette violence s'est faite partout au Congo, à l'est comme à l'ouest. Qu'est-ce qui vous a amené à approfondir vos études, à approfondir votre spécialité juste pour les femmes? Juste les femmes, comme vous savez que les femmes sont... la femme, c'est un être marginalisé. Il est vrai que les femmes sont victimes de violences à travers le monde. Il n'y a pas qu'au Congo. Mais si le Congo prend la plume, c'est parce que on l'appelle maintenant, on proclame maintenant le Congo comme étant la capitale de la violence sexuelle. C'est-à-dire que c'est exagéré. C'est exagéré dans la façon où il y a l'impunité. Tous les violeurs, ils le font en âme et conscience, ils savent que il n'y aura rien. Même si la famille de la victime traduit le monsieur en justice, demain ou après-demain, le monsieur va passer à leur domicile pour les saluer. Donc vous voyez que avec ce système, il n'y a personne qui va céder, tout le monde va aller de l'avant, et ceux qui n'étaient pas dans les systèmes-là, ils vont y adhérer parce qu'ils ne seront pas inquiets. Alors maintenant, étape par étape. Donc quand on parle de la violence faite aux femmes, il y a des étapes. Il y a le gouvernement, il y a la famille, il y a la femme elle-même. Alors parlons d'abord de l'étape gouvernementale. Quelle responsabilité assumez-vous ou bien quelle responsabilité croyez-vous que le gouvernement doit faire? Et s'il le fait ou s'il ne le fait pas, pourquoi? Merci beaucoup pour la question. Le gouvernement doit s'impliquer totalement dans la défense des femmes violées. C'est-à-dire, en arrêtant les violeurs, donc à travers sa police, arrêter les violeurs, les traduire en justice, donc c'est à travers le ministère de la Justice, les traduire en justice et les punir. Donc, s'ils ne sont pas punis, c'est l'État. Parce qu'il y a un laisser-aller, que ces gens-là continuent. Donc l'État en est pleinement responsable. Donc l'État responsable, parlons du Congo particulièrement, et nous voyons que ce sont les mêmes responsables aujourd'hui qui courent derrière des petites filles de 14 ans, de 15 ans, et rien ne leur arrive. Qu'en dites-vous? Je crois que je vais encore me répéter. Si ces gens-là ne sont pas inquiets, parce que ce sont eux-mêmes qui font la loi. Tout à fait. S'ils font la loi, et cette loi est destinée pour les uns et pas pour les autres. Qui sont les autres? Une loi à double vitesse. À double vitesse. Les uns, ce sont les autres là, et les uns, ce sont les eux, les bandécoyas, entre guillemets. Donc, si vous êtes de la famille d'eux, vous ne serez pas inquiet parce que vous êtes du pouvoir. Et quand on est au pouvoir, on est exempt de poursuites judiciaires. C'est le cas du Congo, malheureusement. Tout à fait. Alors maintenant, allons maintenant du côté de la femme elle-même.
qu'est-ce que la femme doit faire pour juguler cette souffrance, cette injustice contre elle-même? Les femmes doivent se mobiliser, doivent parler comme une seule personne. Les femmes doivent se soutenir. Mais les femmes elles-mêmes ne peuvent rien faire. Ça dépend aussi de la complicité des hommes. Les deux hommes aussi doivent s'impliquer. Parce qu'en s'impliquant, les hommes, si les hommes s'impliquent, ils doivent dénoncer les autres, donc les hommes violeurs. Et en les dénonçant, s'ils sont punis, je pense très bien que cette hémorragie-là va s'arrêter. Va s'arrêter, mais c'est très difficile, monsieur Isidore Kashiba, pour qu'une femme, elle se voit très jolie, peut-être plein d'espoir, qu'elle sorte devant les gens pour dire, écoutez, j'ai été violée. Elle se voit diminuer. Est-ce que vous voyez que c'est possible pour qu'une femme fasse ça? Oui, avant, c'est le cas. Avant, c'était ça. Mais pour le moment, il y a certaines femmes qui sortent de leur mutisme et qui en parlent. Vous voyez que comme au Canada ici, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de viol. Il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas donc, même donc, grandeur qu'au Congo. Pourquoi? Parce que les femmes dénoncent. En dénonçant, en dénonçant donc les violeurs et que les violeurs sont punis. Donc c'est pas comme ça ne peut pas être comme ailleurs. Mais non, chez nous le problème c'est quoi? Ici, nous savons que les femmes, elles s'en foutent, mariées ou pas mariées, elles mènent sa vie. Mais chez nous, c'est cet honneur des femmes en tant que les Bantous. Quand une femme est violée, elle est diminuée, elle devient maintenant un sujet de risée. Donc un objet de moquerie. Oui, c'est ça. Alors c'est ce qui fait que c'est difficile qu'elles sortent. C'est pourquoi les femmes congolaises doivent bien sortir de leur mutisme, doivent se prendre en main, doivent dénoncer les violeurs. Parce qu'elles ne dénoncent pas. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter. Mais alors, c'est ça la spécialité. Que faites-vous pour que ces femmes-là quittent de leur mutisme? C'est la raison pour laquelle, le mois prochain, je vais aller au Congo pour mobiliser les femmes à sortir de leur mutisme, à parler plus haut, à aller passer devant la presse, comme vous l'êtes ici, mobiliser les hommes, cessez, c'est assez. C'est assez. Mobiliser les femmes pour qu'elles dénoncent les violeurs. Mobiliser les femmes pour qu'elles dénoncent les policiers ou les commissaires de la police qui ont libéré les violeurs. Il faut tous les dénoncer. Ce sont les éléments que vous avez découverts dans vos recherches qui mènent à ce que les hommes violent les femmes. Vous savez, c'est un problème vraiment ambigu. Mais donc, généralement, ce n'est pas parce que ces hommes-là le font pour assouvir les soifs. Non. Ils le font pour se montrer supérieurs à la femme. Il n'y a pas d'autre raison que ça. Croyez-vous, est-ce que vous ne voyez pas aussi que les femmes, par exemple, parlons de cas d'ici au Canada et aux États-Unis, les femmes se comportent d'une manière loose, comme on dit. Elles portent des habits à des manières, elles sont très légères elles-mêmes, puisqu'elles exposent leur... Et cela, ça va même au Congo. Vous voyez, quand on montre comment ils portent les pantalons là-bas, c'est presque la nudité qui est exposée. Est-ce que vous ne voyez pas que... Je ne pense pas que c'est cela peut-être le problème. Ça pourrait être une de causes. Prenons le cas d'une vieille dame de 77 ans qui est violée. Vous avez dit que cette femme-là était un mini-jupe. Donc, une maman qui est sur le lit de la maternité, qu'on vient de voler. On va me dire qu'on l'a violée parce qu'elle était sur le lit de maternité d'accouchement. Non. Moi, je pense que c'est un fléau, tout simplement, qui est au Congo. On parlait des femmes qu'elles doivent sortir de leur mutisme. Alors, que dites-vous des hommes qui essaient d'assoiffer leur goût sexuel par la force? Que dites-vous de ces gens-là? À ce monsieur-là, je lui demande tout simplement de tout se négocier. Il y a les femmes qui sont libres, pour ne pas dire prostituées, qui sont libres. Vous encouragez ça? Je n'encourage pas, mais c'est un cas social. C'est un cas social qu'il faut en parler. Ils peuvent aller voir ailleurs, s'ils ne sont pas mariés. S'ils sont mariés, donc doivent être fidèles à leurs épouses. C'est tout ce qu'il faut faire. Et aux autres, je demande qu'ils soutiennent les femmes dans leur démarche de soutenir leurs cousines, leurs sœurs, à dire que c'est assez. Aussi un problème que j'ai discuté avec certaines personnes qui sont venues du Congo, c'est un problème social exactement. Actuellement, vous avez des gens qui vont jusqu'à 40 ans, 45 ans sans s'être mariés, et chez les hommes et chez les femmes. Alors maintenant, ils sont humains, ils ont les désirs sexuels, oui. Sexuels. Alors,
pour le faire, peut-être qu'ils n'ont pas de moyens. Comme vous dites, par exemple, aller vers les femmes légères, il n'a pas de moyens. Alors, ce qui se présente au canon, il tire. Moi, c'est un crime. Parce que tu ne peux pas prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc ça, c'est un crime. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de moyens pour se marier, cette personne-là ne peut pas manquer le moyen pour héberger une dame. Comme vous l'avez dit, il y a des dames qui a 35-40 ans, elle n'a jamais été mariée, qui, même ses parents, se fatiguent d'elle. Mais cette femme-là a besoin aussi d'être mariée. S'il trouve quelqu'un qui n'a pas aussi de moyens pour se marier, il peut habiter. Comme on dit chez nous, il y a qu'à t'offendre. Okay, en tout cas, je comprends, monsieur Isidore Kashiba. Alors, nous avançons. Bon, maintenant, nous sommes dans le cas maintenant de famille, puisqu'on va parler des gouvernements, on va parler des responsabilités des femmes, et maintenant au niveau familial. Il y a ce problème de la crise économique qui font que maintenant ce sont ces filles-là, non mariées, qui vivent avec leurs parents. Et les parents n'ont pas de moyens, ils sont complètement démunis, mais elles vont chercher cet argent-là pour amener dans la famille. Et malheureusement, puisque ça s'est fait dans la nuit, peut-être qu'elle est là-bas, elle se planta quelque part à un bar ou bien sur la route pour avoir de l'argent. Mais en attendant, les clients ne viennent pas, alors il y a des troubadours qui viennent là-bas, on l'arrache, on va faire n'importe quoi. Est-ce que vous ne voyez pas aussi que le problème de la famille, c'est un facteur contribuable à cette Oui, c'est un facteur qui contribue énormément, malheureusement, donc, à cette situation. Il y a des familles qui sont pauvres, qui laissent leurs filles aller se prostituer pour amener donc un pain à la maison. Et chemin faisant, elles tombent victimes d'un agresseur sexuel. Donc, nous, les parents, nous avons aussi notre part de responsabilité. C'est-à-dire que nous devons laisser aller. Parce que vous savez que maintenant, avec le Facebook, avec le YouTube, nos filles en RDC commencent maintenant donc à importer donc, les cultures occidentales. Donc, donc, c'est-à-dire que les parents ne sont plus encore écoutés. Pourquoi? Parce que c'est mon droit. Mais je suis surpris que les enfants maintenant, ils n'ont que des droits. Ils n'ont pas de devoirs. Malheureusement. Mais alors maintenant, on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors en tant qu'un spécialiste dans les domaines et en tant que parent, que dites-vous? Le gouvernement doit intervenir. Le gouvernement doit intervenir dans la mesure où... Si c'est le même gouvernement où nous avons... Enfin, ça c'est criant, où vous voyez les gens qui ont des grandes responsabilités au sein du gouvernement, ce sont eux avec des grosses voitures qui amènent ces filles-là, et l'amènent, peut-être on ne donne même pas l'argent, parce qu'ils savent que non... Mais c'est donc tout ça, tout ne tourne qu'autour de l'impunité. Tout à fait. Tout ça autour de l'impunité. Si ces gens-là sont punis, si le président de la République lui-même se prend en charge de contrôler tous ces ministres-là, je ne pense pas que ça va servir. Ce n'est pas le rôle de l'appareil judiciaire qui devient le président de la République. Si l'appareil judiciaire est corrompu, que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on laisse aller, qu'on laisse donc le pays tomber dans la ruine parce que l'appareil judiciaire est corrompu? Non. Moi, je pense que le président de la République lui-même doit s'impliquer. Personnellement, il doit s'impliquer. S'impliquer, c'est-à-dire que si il apprend qu'une telle fille a été violée, il a été traduit, il a été arrêté par la police, quelques jours après, il a été libéré. Il doit commencer par la personne d'abord qu'il a libérée. Pourquoi il l'a libéré? Avant d'arriver au policier qui l'avait arrêté. Donc, si le magistrat est puni publiquement, je ne pense pas que les autres, et qu'il perd son emploi, je ne pense pas que les autres vont répéter. S'il apprenait que, par exemple, un avocat a violé une fille parce qu'il est avocat, et que cet avocat-là, on l'arrête, donc on le juge publiquement, et on le met en prison, je ne pense pas que ils vont continuer à violer les enfants de nos enfants. Moi, je pense que c'est le président de la République lui-même qui doit s'impliquer. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous sommes dans un parc ici au Canada, au Gatineau, où nous parlons. C'est pourquoi vous avez des rebroussements de voitures qui passent par-ci par-là. Alors, nous continuons. Maintenant, la question qui me vient encore à l'esprit une fois, Monsieur Isidore Kashiba, alors maintenant, chez les enfants qui sont victimes de viols dans le cadre éducationnel, les professeurs, les préfets et consorts,
Que dites-vous de ça? Et surtout, une petite fille comme ça, elle a peur de dénoncer, puisqu'elle va perdre d'abord la dignité des femmes, parce qu'elle est très, très jeune, et puis elle risque de ne pas bien se comporter à l'école, puisque le professeur ou que quelqu'un d'autre va s'en prendre à elle. Bon, moi, je pense que les filles se donnent aux professeurs parfois pour avoir un échange avec le nôtre. Les points sexuellement transmissibles. Donc avec les nôtres scolaires. Mais aussi, je veux aussi des pères avec l'éducation que nos mamans doivent donner à leurs enfants. Parce que si l'enfant voit une situation comme celle-là, l'enfant doit absolument dénoncer le professeur à sa maman. Parce que si elle dénonce ça dans sa famille, je ne pense pas que je ne vois pas une folle de maman qui va aller publier que mon enfant a été violé par le professeur. On va gérer la situation en famille, on va rencontrer le professeur et le corps et l'administration de l'université. C'est à partir de là que l'administration peut trouver une solution, c'est-à-dire mettre le professeur à la porte et la famille traduit le professeur en justice. Mais si la fille veut, parce qu'elle est au lieu d'étudier, elle va écouter de musique, de conflits et autres, et le jour de l'examen, elle ne peut rien espérer. Bon, il est vrai qu'il n'y a pas que les filles qui se donnent aux professeurs, mais la plupart des cas, ce sont les professeurs qui sollicitent les filles pour échanger avec le point. Alors, maintenant, nous tendons vers la fin, soyons maintenant spécifiques. Nous vous avons connu comme spécialiste en cette matière depuis la Zambie, vous êtes au Canada et vous êtes au Congo. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas spécifiques que vous avez reçus et comment vous avez géré ça? Vous savez, en Zambie, il y a aussi... c'est un problème universel. Non, donnez-moi quelques cas spécifiques qui ont été amenés à votre bureau. Comment vous avez géré ça? Parce qu'à part la Zambie, on vous a vu d'aller dans des conférences au Mexique. Donc c'est pour dire que c'est un problème mondial, parce que vous avez circulé un peu partout avec ce problème. Bon, maintenant, quand on vous amène un problème comme ça, ou quand vous apprenez qu'il y a un problème comme ça, qu'en faites-vous? D'abord, donnez-moi un cas, et donnez-nous un cas spécifique, et puis comment vous avez géré ça? C'est révoltant, ça me révolte souvent. Je vous donne le cas d'une femme colombienne, ici au Canada, qui a été violée par son beau-frère pendant l'absence de son mari. Pendant l'absence de son mari. De son mari, oh. Donc, alors c'était une femme mariée. Cette femme-là, avant de dire à son mari, elle a eu donc mon adresse dans le bottin téléphonique, elle est venue me voir. En me voyant, donc j'ai eu l'initiative d'abord de rencontrer, donc chercher d'abord à rencontrer donc la personne violeur, qui est niée tout en bloc. J'ai été vu, comme la femme insistait que c'était vrai, je me suis vu dans l'obligation de faire intervenir la police. Quand je fais intervenir la police, donc l'homme a été arrêté, il avait reconnu, et l'homme avait coupé 3 ans de prison. D'ailleurs, je pense qu'il reste 3 ou 4 mois pour quitter la prison. Donc ce sont des cas qui arrivent, et ce sont des cas où les gens me font confiance, et j'ai le prouve de quoi je suis capable. Alors, ça, c'est l'outre-mer, le Canada. Est-ce qu'un cas en Zambie que vous avez malheureusement, quand en Zambie, comme vous le disiez là, les femmes sont vraiment... n'ont pas le courage de sortir de leur cas. C'est ça. Donc, mais ce sont des cas qui arrivent. Au Congo, par exemple, j'y étais il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré certaines femmes qui m'ont demandé même de poser ma candidature pour être député. Je dis, bon, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Donc, ce sont des cas qui arrivent, mais sauf que ce que moi je vais demander aux gens, aux hommes, c'est de s'impliquer, que les hommes soient aussi féministes. Parce que pour être féministe, ça ne prend pas une robe, ça prend changement de mentalité. Donc nous devons tous changer de mentalité pour que notre société soit une société moderne et civilisée. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, comme vous avez suivi les spécialistes en matière de femmes le dit, et chaque fois il vous dit avec émotion, pour que vous n'êtes pas très content de ce qui s'est fait, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot à ceux-là qui vous suivent? À tous ceux qui nous suivent, je vous demande tout simplement que... Je vous informe que je vais descendre au Congo d'ici un mois pour implanter donc le bureau du réseau d'action du genre et de développement social. Votre assistance me sera grandement appréciée. J'ai besoin de votre soutien moral et matériel. Tout le monde maintenant est politicien et on néglige maintenant les sociales. Voilà les gens qui font quelque chose de social. Alors merci et à la prochaine.